Un millionnaire veuf emmène son fils malade à l'hôpital, mais reste paralysé en voyant l'infirmière. Dans les rues calmes et élégantes du vieux Lyon, entre les murs épais des immeubles à colombages, François Dumas menait une vie qui ne ressemblait plus à grand-chose. Il avait 52 ans, les traits marqués par les nuits sans sommeil et le poids des responsabilités qu'il refusait de déléguer. Depuis la mort de sa femme, Élise, survenue 3 ans plus tôt dans un tragique accident de voiture, il avait choisi de se retirer du monde, de ses amis, de ses loisirs, pour se consacrer entièrement à son fils, Louis. Louis n'était pas un enfant ordinaire. À 7 ans, il souffrait d'une affection respiratoire chronique qui l'obligeait à vivre sous surveillance constante. Les crises étaient imprévisibles, parfois violentes, toujours angoissantes. François avait appris à reconnaître chaque respiration sifflante, chaque hausse discrète de température, chaque rougeur suspecte sur la peau pâle du garçon. Il était devenu une sentinelle, un veilleur silencieux dans la nuit de son propre deuil. Il dirigeait une entreprise de conseil, en ingénierie, florissante, malgré son implication réduite. Il participait à distance, connectant ses pensées entre 2 examens médicaux ou en plein cœur de la nuit, lorsque Louis s'endormait, épuisé par une nouvelle crise. Les employés le respectaient, certains l'admiraient, mais personne n'osait vraiment lui parler de sa vie personnelle. Il imposait autour de lui une barrière invisible, un silence respectueux que personne n'osait briser. Chaque jour était réglé avec une rigueur militaire. Réveil à 6h30, prise des médicaments à 7h. Petit déjeuner précis, suivi de l'inhalation quotidienne. Puis départ pour l'école spécialisée à 8h45. François restait souvent garé devant l'établissement, incapable de s'éloigner comme si son absence risquait de provoquer une catastrophe. À 11h30, il revenait chercher Louis, l'emmenait à son rendez-vous médical ou le ramenait à la maison selon les jours. Les repas étaient soigneusement préparés, sans allergènes, sans colorants, sans rien qui puisse provoquer une crise. Le soir, après le bain tiède et les dernières inhalations, ils lisaient ensemble un livre, généralement choisi par Louis, des histoires de pirates, de planètes lointaines, ou parfois de princesses courageuses. François souriait alors, mais son regard restait ailleurs. Il n'était jamais vraiment dans le moment présent. Il écoutait, répondait, caressait les cheveux de son fils avec tendresse, mais une part de lui restait figée, comme prisonnière, du passé. Élise était partout dans la maison, dans les photos accrochées au mur, dans le parfum de lavande encore imprégné dans certains tissus, dans la douce lumière de la chambre de Louis qu'elle avait décorée elle-même. François n'avait rien changé. Il ne pouvait pas. Modifier la moindre chose aurait été comme accepter son absence, comme dire à son cœur que le monde continuait. Mais pour lui, le monde s'était arrêté ce jour d'automne, 3 ans, plus tôt sur une route mouillée près de Valence. Il ne pleurait jamais devant Louis. Il souriait, racontait des histoires, chantait même parfois. Mais dès que l'enfant s'endormait, un silence lourd tombait sur la maison. François restait assis des heures dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant la ville s'endormir, incapable de fermer l'œil. Les médecins lui avaient conseillé de consulter, de trouver un soutien psychologique. Mais il avait refusé. Il n'avait pas le temps. Il avait Louis. C'était son unique mission. Les rares fois où une nourrice ou une assistante médicale avait été envoyée par l'hôpital, il avait mis fin à la collaboration en quelques jours. Personne ne s'occupait de son fils aussi bien que lui. Personne ne comprenait comme lui les signaux faibles, les nuances dans la respiration, les moindres changements d'humeur. Il se méfiait de tout le monde, sauf de Louis. C'était une existence grise, rythmée par les alarmes médicales et les visites à l'hôpital. Et pourtant, François n'aurait échangé sa place pour rien au monde. Son fils était tout ce qu'il lui restait d'Élise. Son regard, son sourire, parfois une intonation de voix qui faisait frissonner François. Louis représentait la lumière dans son tunnel, fragile et vacillante, mais bien réelle. Ce matin-là, comme tant d'autres, François préparait le petit déjeuner en consultant son téléphone d'une main, vérifiant les mails urgents. Louis dormait encore, paisiblement, ses respirations régulières diffusées par le babyphone qu'il refusait d'abandonner, même maintenant que le garçon avait grandi. Il jeta un coup d'œil à l'écran, rien d'inhabituel. Pourtant, une sensation étrange flottait dans l'air comme une ombre à peine perceptible. Il secoua la tête. Encore une de ses impressions. Il en avait souvent, depuis la mort d'Élise.
des sensations inexplicables, des rêves trop vivants, des moments de déjà-vu. Il les chassait d'un revers de pensée, mais ce qu'il ignorait, c'est que cette journée ne serait pas comme les autres, qu'elle allait bouleverser à jamais l'équilibre précaire qu'il avait construit, que l'ombre du passé allait revenir, plus réelle que jamais, sous un visage qu'il croyait ne plus jamais revoir. Il était un peu plus de 6h30 du matin quand François sentit quelque chose d'inhabituel. Le babyphone restait silencieux, mais un silence trop plat, trop épais. Il posa sa tasse de café à moitié vide et monta à l'étage à pas rapide. En entrant dans la chambre de Louis, la lumière douce du réveil projetait une lueur bleutée sur le visage du garçon. Et là, immédiatement, François sut. Louis transpirait abondamment. Son front était brûlant au toucher. Ses lèvres, légèrement violacées, trahissaient le manque d'oxygène. Il ouvrit les yeux difficilement en apercevant son père, tenta de parler, mais ce ne fut qu'un souffle rauque. François ne perdit pas une seconde. Il prit son fils dans ses bras, descendit en courant, saisit la trousse d'urgence, puis les clés de la voiture. Il n'avait même pas mis ses chaussures. La circulation à 7h était fluide, mais chaque feu rouge lui semblait une éternité. Il conduisait d'une main, l'autre posée sur la poitrine de Louis, surveillant les mouvements de son thorax. Le garçon peinait à respirer. Les sons qui s'échappèrent de sa gorge étaient courts, sifflants, irréguliers. François parlait, à voix basse, répétant des mots apaisants plus pour lui-même que pour l'enfant. « On y est presque. Tiens bon, mon cœur. Je suis là. Je suis là. » Ils arrivèrent à l'hôpital Édouard Herriot en moins de 15 minutes. François sauta de la voiture, Louis dans les bras, courant vers l'entrée des urgences pédiatriques. Une infirmière aperçut la scène et vint à sa rencontre avec un brancard. Tout se passa très vite. Triage immédiat, saturation mesurée. À 72%, un médecin appelé d'urgence. François ne lâchait pas son fils, refusait de le poser, même quand les infirmières tentèrent de l'installer sur le lit d'examen. « Monsieur, laissez-nous l'examiner, s'il vous plaît. Il a besoin d'oxygène immédiatement », dit une voix calme et ferme. Ce fut ce moment-là, le moment précis où le temps sembla se figer autour de lui. Elle était là, la femme, qui venait de parler penchée sur Louis avec un masque d'oxygène à la main, avait ce visage qu'il connaissait mieux que le sien. François se redressa lentement, ses yeux agrandis par un mélange d'incrédulité et de terreur. Elle portait une blouse verte, un badge discret sur le haut de la poitrine. Ses cheveux étaient attachés en une tresse lâche, et son regard doux mais professionnel ne laissait transparaître aucun trouble. « Camille Moreau, dit-elle simplement. Je suis infirmière en pédiatrie. Nous allons prendre soin de votre fils. » François ne répondit pas. Il resta là, immobile, comme pétrifié. Le nom n'avait aucun sens. Ce n'était pas Élise. Ce ne pouvait pas être elle. Mais la ressemblance était si saisissante que son cœur rata un battement. Camille le regarda un instant, haussa légèrement les sourcils face à son silence, puis détourna l'attention vers l'enfant. Avec un calme méthodique, elle plaça le masque d'oxygène, vérifia les constantes sur le moniteur, demanda une injection de corticoïdes à l'équipe médicale. François, lui, recula d'un pas. Il fixait cette femme comme on regarde une apparition. Il n'arrivait pas à parler, à penser, à respirer. Tout en elle rappelait Élise. Les traits du visage, la manière de se mouvoir, même le timbre de la voix, bien qu'un peu plus grave. Il dut s'agripper à un fauteuil pour ne pas vaciller. « Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur ?» demanda un aide-soignant. François hocha vaguement la tête. Il n'était pas sûr de ce qu'il ressentait. Il n'était même plus sûr d'être éveillé. Camille n'avait montré aucun signe de reconnaissance. Elle agissait avec professionnalisme, sans aucune hésitation, comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Pourtant, il connaissait chaque expression de ce visage, chaque sourire, chaque ride d'expression qui apparaissait lorsqu'Élise riait. La crise de Louis semblait se stabiliser. Les chiffres sur le moniteur remontaient lentement. Camille donna quelques instructions supplémentaires, puis se tourna vers François. « Il va devoir rester sous observation. Vous pouvez l'accompagner, bien sûr. » Il hocha la tête, toujours sans voix. « Vous pouvez me suivre. Nous allons l'installer, dans une chambre d'urgence. » Elle s'éloigna en poussant doucement le brancard, et François, dans un état second, suivit le mouvement. Ses pensées étaient un tourbillon. Il ne pouvait détacher son regard de cette silhouette devant lui. Était-ce une coïncidence incroyable,
Une illusion née de son deuil non résolu, ou bien quelque chose de plus profond, plus dérangeant? Dans la chambre, Camille installa Louis avec douceur, le couvrit avec une couverture chauffante, vérifia les branchements. Puis, enfin, elle s'adressa directement à François, croisant son regard avec une bienveillance sincère. « Il est entre de bonnes mains. Vous pouvez rester ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis de garde toute la journée. » Il ouvrit la bouche, hésita, puis referma les lèvres. Il ne pouvait pas lui dire. Pas encore, pas maintenant. Mais une chose était certaine, ce visage n'était pas un simple souvenir. François resta auprès de Louis sans fermer l'œil, assis sur le fauteuil inclinable à côté du lit d'hôpital, ses mains nouées dans un silence pesant. Le bip régulier du moniteur cardiaque rythmait les minutes. Louis dormait profondément sous l'effet des médicaments, sa poitrine se soulevant enfin avec plus de régularité. Dans l'éclairage tamisé de la chambre, François gardait les yeux fixés sur la porte, l'attente suspendue à une seule idée, revoir cette femme. Il ne pouvait pas détacher de sa mémoire l'image de son visage. La ressemblance avec Élise dépassait les simples traits similaires. Ce n'était pas seulement la courbe de la mâchoire ou la forme des yeux. C'était une présence, un regard, une manière de bouger, de parler avec douceur tout en gardant une maîtrise absolue de la situation. C'était troublant, déroutant, intolérable, presque. Comme si le deuil qu'il avait cru apprendre à contenir était brusquement revenu avec une brutalité inattendue. Vers 10 heures du matin, on frappa à la porte. « Je peux entrer ?» C'était elle, Camille Moreau. François se leva lentement, se redressant comme s'il venait d'être surpris en faute. Il tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Elle portait une blouse blanche cette fois, les cheveux attachés en chignon bas. Le badge professionnel toujours accroché au tissu. « Je voulais juste vérifier que tout allait bien. Votre fils a réagi favorablement au traitement. Nous allons réduire l'oxygène progressivement dans la journée si tout continue ainsi. » François acquiesça. Il l'écoutait à peine. Il détaillait chaque parcelle de son visage, comparant intérieurement avec ses souvenirs d'Élise. Chaque similitude lui donnait le vertige. « Merci », murmura-t-il. Elle lui adressa un sourire poli, puis fit un pas vers le lit de Louis. Elle ajusta le tuyau d'oxygène, tapota doucement l'écran du moniteur, puis reposa les yeux sur François. « Il est fort, votre petit garçon. Très calme malgré la douleur. » François hocha de nouveau la tête. « Vous vous appelez Camille? Camille Moreau ?» Elle le regarda, un peu surprise par la question. « Oui, pourquoi ?» Il hésita. « Ce n'est rien, Vous me rappelez quelqu'un. » Elle parut légèrement mal à l'aise, sans pour autant se fermer. « Ah, ça arrive parfois, on me l'a déjà dit. Peut-être un air de famille avec quelqu'un. » François força. Un sourire, mais son estomac se serrait. Il voulait lui dire que ce n'était pas un air de famille. Ce n'était pas une simple ressemblance. C'était le visage de sa femme. Le même regard quand elle berçait Louis. Le même ton de voix pour rassurer. Mais il n'osait pas. Pas encore. Camille continua de parler, naturellement. « Je suis ainsi depuis environ 1 an. Avant, je travaillais à Rouen en Normandie. Je voulais un changement de rythme. Lyon me plaisait depuis longtemps. » François sentit une décharge froide parcourir son dos. « En Normandie ?» Elle sourit. « Oui, je suis originaire de là-bas. J'y ai grandi. Un petit village près de Caen. Vous connaissez ?» Il faillit perdre l'équilibre. Élise était née exactement dans cette région. Caen plus précisément. C'est là qu'ils s'étaient rencontrés pendant leurs études universitaires. Une coïncidence peut-être, mais une coïncidence de trop. Camille s'interrompit, remarquant son trouble. « Vous allez bien ?» Il hocha la tête trop rapidement. « Oui, je suis juste fatigué. » Elle n'insista pas. Elle nota quelque chose sur le dossier médical, puis ajouta doucement. « Je suis de garde jusqu'à 19 heures. Si vous avez des questions ou besoin de parler, je suis là. » Il murmura un merci à peine audible. Elle sortit, et François s'effondra dans le fauteuil dès qu'elle disparut. Il ferma les yeux. Une multitude d'images se bousculaient dans sa tête. Élise en robe d'été. Élise le jour de leur mariage. Élise tenant Louis nouveau-né contre sa poitrine. Puis, ce même visage, aujourd'hui, dans une blouse blanche, portant un autre. Non, parlant d'une autre vie. Camille Moreau. C'était impossible.
Élise n'avait pas de sœur jumelle, pas de cousine dont il aurait ignoré l'existence. Elle n'avait jamais mentionné une femme qui lui ressemblait, et Camille n'avait pas réagi en le voyant. Elle ne le connaissait visiblement pas. Il aurait reconnu dans ses yeux une lueur, un trouble, une mémoire. Rien. Elle l'avait regardé, comme une étrangère regarde un père inquiet. Il pensa à interroger le personnel, à demander des informations, mais il se ravisa. Il ne voulait pas passer pour un fou. Pas encore. Il devait comprendre d'abord. Réunir les pièces, trouver une logique dans cette absurdité. Pendant que Louis dormait encore, François sortit son téléphone. Il fouilla dans ses albums photos cherchant une image précise. Il en trouva une, prise 1 an avant la mort d'Élise, pendant un week-end en bord de mer. Elle riait, les cheveux en bataille, un foulard rouge autour du cou. Il agrandit l'image, l'observa longuement. Puis il ouvrit l'application de la caméra, tourna discrètement l'objectif vers la porte, là où Camille était passée quelques minutes plus tôt. Il hésita, puis rangea le téléphone. Pas encore. Mais bientôt, il devait savoir. Il n'aurait pas de repos tant que ce mystère ne serait pas éclairci. Le lendemain matin, l'hôpital s'éveilla dans la routine calme des soins continus. Le soleil filtrait à travers les stores de la chambre, projetant des lignes pâles sur le visage encore endormi de Louis. François n'avait pas quitté sa place une seule fois. Il avait dormi par intermittence, le dos raidi contre le fauteuil, les sens toujours en alerte. Le calme apparent du garçon l'apaisait, mais son esprit était ailleurs, continuellement absorbé par une seule obsession. Camille. Il s'était répété toute la nuit les mêmes questions, dans une boucle insatiable. Comment une inconnue pouvait-elle ressembler à ce point à sa défunte épouse? Était-il victime d'un mirage émotionnel causé par la fatigue et le chagrin refoulé? Ou bien y avait-il une vérité plus dérangeante, plus enfouie, tapie dans le passé? Louise ouvrit les yeux vers 8 heures, encore groggy mais réactif. Il eut un sourire faible en voyant son père penché sur lui, caressant doucement sa main. François, soulagé, pressa un bouton pour appeler l'infirmière. Quelques minutes plus tard, ce fut Camille qui entra, comme si le destin se plaisait à orchestrer leur rencontre encore et encore. Elle s'approcha du lit avec un sourire professionnel. « Bonjour Louis, tu m'as fait une belle frayeur hier, mais tu es déjà bien plus beau ce matin. » Louis hocha faiblement la tête. Il se souvenait d'elle et cela semblait le rassurer. Camille vérifia les constantes vitales, nota les relevés, observa le teint du garçon. Il récupère bien. On va peut-être réduire l'oxygène cet après-midi. François voulait parler, poser 1000 questions. Mais il n'y avait jamais de bon moment. Camille était concentrée, précise. Elle ne laissait pas de place aux digressions personnelles. Et lui, prisonnier de ses émotions, n'osait pas franchir la ligne. Pas encore. En début d'après-midi, Louis semblait assez stable pour être transféré dans une chambre en pédiatrie générale. L'équipe commença à organiser le transfert. François se rassura à cette idée, un signe évident d'amélioration, mais tout bascula en un instant. Alors qu'une aide-soignante débranchait l'appareillage secondaire, Louis eut un sursaut. Ses bras se raidissent. Il ouvrit grand la bouche dans un cri muet. Ses yeux se révulsèrent légèrement. François bondit de sa chaise. Il a du mal à respirer. La saturation chutait à vue d'œil sur le moniteur. L'aide-soignante cria pour appeler du renfort. En quelques secondes, une alarme stridente retentit dans le couloir. François sentit une peur primaire l'envahir, un vertige brutal, comme si le sol se dérobait sous lui. Il voulut s'approcher, mais les infirmiers le retinrent. « Laissez-les. Faire, monsieur ?» Camille ne devait pas être là. Elle avait été affectée à un autre service ce matin. François le savait. Il l'avait croisée en quittant la cafétéria du rez-de-chaussée. Mais dans ce chaos, au milieu des blouses blanches et des ordres lancés à voix haute, elle surgit poussant un chariot d'intubation, concentré, déterminé. Il faut intuber tout de suite. Le larynx est en spasme. Elle prit le relais, sans demander la permission, et personne ne protesta. Son calme, sa précision, son autorité naturelle imposaient le respect. François regardait la scène, impuissant, bouleversé. Les mains tremblantes, il serrait le dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Louis, si petit, si fragile, se débattait dans un silence atroce. Puis enfin, après une minute interminable, le tube fut en place, le masque ajusté. La respiration artificielle commença. Le moniteur émit un son stable. François poussa
Un soupir brisé. Les larmes qu'il avait contenues depuis des jours jaillirent sans prévenir. Il porta une main à son visage, s'écarta dans le couloir, cherchant une bouffée d'air qui ne viendrait pas. Camille sortit peu après. Elle avait retiré ses gants, son visage était légèrement marqué par la tension, mais elle gardait le contrôle. Il est stabilisé. Il a besoin de surveillance continue. Nous allons le garder en soins intensifs, pour l'instant. François s'essuya les yeux mais ne répondit pas. Il ne voyait qu'elle. Il entendait la voix d'Élise. Il sentait sa présence, son parfum presque, comme un souvenir sensuel qui revenait dans les moments de crise. Camille s'aperçut de son regard insistant. Elle s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Monsieur Dumas, vous semblez très affecté. Ce n'est pas seulement la peur pour votre fils, n'est-ce que pas ?» Il resta muet, incapable de formuler la tempête intérieure qui l'habitait. Elle fronça légèrement les sourcils. « Je ne vous connais pas, mais vous, on dirait que vous me connaissez déjà. » Il ouvrit la bouche et referma. Puis, presque sans réfléchir, il sortit son téléphone. Il fit défiler quelques photos, en choisit une. C'était Élise, souriante, dans leur salon, tenant Louis bébé dans les bras. Il tendit l'écran vers Camille, les mains tremblantes. Elle regarda et se figea. Un silence total s'imposa entre eux. Camille porta une main à sa bouche, sans dire un mot. Ses yeux passèrent de la photo à François, puis de nouveau à l'image. « C'est étrange », murmura-t-elle. Elle me ressemble tellement. François reprit doucement le téléphone. C'était ma femme, Élise. Camille resta immobile. Son regard s'était assombri non par peur mais par confusion. Elle murmura, presque pour elle-même, « Je n'ai pas de sœur, pas à ma connaissance, mais cette ressemblance est… » Elle ne termina pas la phrase. François savait qu'à cet instant précis, tout avait changé. Le doute n'était plus seulement le sien. Elle aussi, maintenant, sentait que quelque chose ne tournait pas rond, que ce visage qu'elle croyait sien appartenait peut-être à une histoire qu'on lui avait cachée. Le soir tomba sur Lyon avec une lenteur étouffante. Les lumières de l'hôpital filtraient à travers les stores à lamelles, projetant sur les murs de la chambre de Louis des ombres tranchées. François n'avait pas quitté l'unité de soins intensifs. Louis, toujours sous respiration assistée, dormait profondément, entouré d'appareils clignotants et de fils qui serpentaient sur son petit corps. François fixait l'obscurité au-delà de la vitre. Les événements de la journée défilaient, en boucle dans son esprit, mais une seule image revenait avec une intensité troublante. Le regard de Camille fixé sur la photo d'Élise. Il avait vu son trouble. Ce n'était pas une simple surprise, ni même de la politesse face à une coïncidence frappante. Non, c'était une faille, une ouverture, une brèche où s'étaient engouffrés des souvenirs qu'elle ne reconnaissait peut-être même pas consciemment. En début de nuit, Camille revint dans le service. Elle avait demandé elle-même à reprendre la surveillance du petit garçon, officiellement, pour assurer une continuité des soins. Officieusement, elle n'avait pas pu détourner ses pensées de cette photo, ni de ce père au regard chargé de secrets qu'elle ne comprenait pas encore. Elle entra dans la chambre doucement. François, sur le point de s'endormir, rouvrit les yeux. Le silence entre eux n'était plus pesant, mais complice, comme un terrain fragile à explorer avec précaution. « Il a bien réagi au traitement de stabilisation », dit-elle doucement. « On va tenter de réduire l'assistance demain matin. » François hocha la tête, puis s'éclaircit la gorge. « Merci de rester. Je sais que ce n'était pas prévu. » Elle s'approcha du moniteur, fit semblant de consulter les relevés, mais répondit en murmurant « Je crois qu'on a tous les deux besoin de réponse. » François s'adossa à sa chaise, l'observant dans la lumière pâle. Puis il risqua une question. « Vous avez grandi où exactement en Normandie ?» Camille répondit sans hésiter. « À Vire, un petit village dans le bocage. J'y suis, resté jusqu'à mes 20 ans. » François se redressa lentement. Élise lui avait parlé de ce village. C'était là qu'elle passait ses étés, chez une tante. Il se souvenait du nom parce qu'elle riait toujours en disant que le lieu portait mal son nom. Vire sonnait sec, mais la campagne y était d'une douceur rare. « Vous y êtes né aussi ?» demanda-t-il. Elle hésita. « C'est ce qu'on m'a toujours dit, mais… » Elle s'arrêta. François attendit. « Mais je ne sais pas. C'est idiot, mais je n'ai jamais vu mon acte de naissance. J'ai grandi avec ma mère adoptive. Elle me l'a dit quand j'étais ado. Je m'en fichais à l'époque. Je l'aimais.
C'était tout ce qui comptait. François sentit son cœur ralentir. Le mot « adoptive » avait résonné comme un écho lointain. Il tenta de ne rien laisser paraître. « Elle vous a dit quelque chose sur vos parents biologiques ?» Camille secoua la tête. « Rien. Elle ne savait pas, ou ne voulait pas en parler. Elle disait que j'étais arrivé à 3 mois, par l'intermédiaire d'un organisme privé. À l'époque, ces choses-là étaient plus floues, moins contrôlées. » Il se tut un moment, puis sortit de la poche intérieure de sa veste une vieille photo d'Élise, cette fois en noir et blanc, datant de ses 17 ans. Il la tendit à Camille. Elle la prit, la regarda longuement. L'adolescente souriait au bord d'un champ, un livre à la main, les cheveux relevés. Camille resta figée. « C'est moi », murmura-t-elle sans réfléchir. Puis elle réalisa ce qu'elle venait de dire. « Pardon, je voulais dire, on dirait, moi, plus jeune. » C'est étrange. François reprit doucement la photo. « C'est Élise, ma femme. Elle était morte il y a 3 ans. » Camille baissa les yeux. Un silence inconfortable s'installa. « Je suis désolé. » Il hocha la tête. Elle était aussi de Vire. Elle passait ses étés là-bas. Elle avait une sœur qu'elle a perdue de vue à l'adolescence. Il y avait eu une dispute familiale. Longtemps, elle a pensé que cette sœur avait eu un enfant, mais on n'en a jamais retrouvé la trace. Camille fronça les sourcils. « Je ne me souviens pas d'avoir eu une famille étendue, juste ma mère et une cousine éloignée, qu'on voyait rarement. Mais depuis quelques années, j'ai parfois des images. » Elle leva les yeux presque gênée. « Des souvenirs qui ne sont pas les miens, des femmes blondes que je ne connais pas, une voix douce qui me chante des berceuses, des rêves récurrents où je suis toute petite et quelqu'un me dit de ne pas avoir peur. » François sentit un frisson le parcourir. Élise avait les cheveux dorés et elle chantait à Louis tous les soirs, toujours la même berceuse. Camille se figea. « Est-ce que vous vous souvenez des paroles ?» Il les chanta à voix basse, presque dans un souffle. Camille blêmit. Elle ferma les yeux et, sans le vouloir, compléta la dernière ligne. Un silence profond tomba dans la pièce. Plus aucun des deux ne savait si ce qu'ils vivaient relevait de la coïncidence ou de l'impossible. Mais à cet instant précis, François sut que le passé d'Élise n'était pas mort avec elle. Une vérité enterrée depuis longtemps remontait lentement à la surface, et Camille en était la clé. Les jours suivants furent marqués par un calme trompeur. Louis, après plusieurs interventions et une réduction progressive de la ventilation assistée, reprenait des forces. Il restait encore faible, mais ses yeux suivaient à nouveau les mouvements de son père, et il parvenait à murmurer quelques mots entre les soins. François ne quittait toujours pas sa chambre, oscillant entre soulagement et confusion. Ce que Camille avait avoué l'avait profondément troublé. Ses rêves, ses souvenirs égarés, cette berceuse qu'elle connaissait par cœur sans comprendre pourquoi, cela dépassait la logique. Pourtant, malgré l'intensité émotionnelle de leurs échanges, François n'avait pas encore franchi le pas de l'enquête formelle. Il avait trop de respect pour l'équilibre fragile de Camille, pour son identité qui vacillait lentement depuis leur rencontre. Il sentait qu'elle luttait intérieurement. Elle essayait de rester professionnelle, d'exister dans le cadre rassurant de l'hôpital, mais quelque chose en elle s'effritait, chaque jour un peu plus. Un matin, alors que François allait chercher un café à la machine du couloir, il vit Camille parler avec une femme d'âge avancé à l'accueil. Elle semblait en pleine discussion, presque une altercation étouffée. La vieille dame, au manteau beige et à la coiffure sévère, tenait un sac à main contre elle comme un bouclier. Camille paraissait bouleversée, les bras croisés, les yeux brillants de tension. François s'approcha lentement, sans se faire remarquer. Il resta à distance, mais suffisamment près pour entendre quelques bribes. « Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?» demandait Camille, la voix basse mais vibrante. La vieille femme évitait son regard. « Parce que ce n'était pas important. Parce que je voulais te protéger. Parce que je ne savais pas comment. »« Pas important, » murmura Camille. « Tu m'as menti toute ma vie. » Elle se détourna brusquement, bousculant presque François sans le voir, et s'engouffra dans un couloir vide. François attendit que la femme sorte. Elle passa devant lui en silence, la tête baissée, puis disparut derrière les portes automatiques. Il hésita un instant, puis suivit Camille. Il la trouva dans la salle de repos du personnel, assise au bord d'un fauteuil, les mains crispées sur ses genoux. Elle semblait ne pas remarquer sa présence.
Il s'approcha doucement. « Je suis désolé. Je n'ai pas voulu vous suivre, mais vous sembliez bouleversé. » Elle leva les yeux vers lui, rouge de colère contenue. « C'était ma mère, enfin, celle qui m'a élevé. Elle m'a tout avoué. » François sentit sa gorge se nouer. Qu'a-t-elle dit? Camille prit une longue inspiration, comme si parler l'aidait à tenir debout. « Elle m'a adopté à l'âge de 3 mois. Elle n'a jamais eu d'enfant biologique. Un jour, une connaissance lui a parlé d'une opportunité, un bébé abandonné dans un hôpital. Elle a accepté sans poser de questions. À l'époque, les procédures n'étaient pas aussi rigides qu'aujourd'hui. Elle a signé quelques papiers. Et voilà, une enfant livrée sans passer. » François s'assit lentement en face d'elle, son cœur battant plus vite. « Quel hôpital ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « L'hôpital Sainte-Marie, à Caen. » François ferma les yeux. C'était la même qu'Élise avait mentionnée dans une lettre qu'il avait conservée, une lettre jamais envoyée à une sœur perdue de vue, évoquant une grossesse cachée, un accouchement sous anonymat. Camille poursuivit, comme si elle récitait quelque chose d'incroyable. « Elle m'a dit que pendant toutes ces années, elle a craint que quelqu'un vienne me chercher. Mais personne ne l'a jamais fait. Alors, elle a fait comme si de rien n'était. » Elle tremblait légèrement. « Et maintenant, je comprends. Ces rêves, ces images. Je crois que ma mémoire essaie de me parler. Quelque chose en moi reconnaît ce que mon esprit a oublié. » François n'osait plus parler. Il voyait en elle une tension nouvelle, une fracture, une femme au bord d'une révélation qui pourrait la briser ou la libérer. Camille se leva. « Je dois en avoir le cœur net. » « Comment ?» Elle réfléchit une seconde. « Je vais demander à l'administration de l'hôpital Sainte-Marie une copie de mon dossier d'adoption. Je veux savoir à quelle date exacte j'ai été admise. Je veux connaître le nom inscrit dans les documents initiaux, s'il y en a un. Et je dois retrouver des traces de cette sœur dont vous m'avez parlé. Si Élise avait une sœur, si elle a eu une fille, il faut le prouver. » François hocha lentement la tête. « Je peux vous aider. J'ai un ami légiste. Il a accès à certaines archives, discrètement. Il pourrait rechercher une correspondance ADN, si vous le souhaitez. » Elle ferma les yeux, puis acquiesça. « Oui, s'il vous plaît. » Dans les jours qui suivirent, François mit son plan à exécution. Il contacta son ami, Antoine Morel, médecin légiste au service forensique de la préfecture. Il lui exposa le cas avec prudence, évitant les détails trop sensibles, mais insistant sur la nécessité d'une analyse confidentielle. Antoine accepta, intrigué. Pendant ce temps, Camille s'enfonçait dans ses souvenirs comme on plonge dans une forêt brumeuse. Chaque nuit, elle rêvait d'une maison blanche au fond d'un chemin de gravier, d'une femme blonde qui lui caressait les cheveux, d'un homme en colère, d'une valise ouverte sur un sol carrelé, des fragments sans cohérence mais porteurs d'un poids émotionnel immense. Puis, un soir, alors qu'elle rangeait de vieux cartons dans l'appartement, modeste de sa mère adoptive, elle tomba sur un carnet ancien couvert de poussière. À l'intérieur, collé entre 2 pages jaunies, une photo. Un nourrisson emmailloté avec un bracelet d'hôpital à peine lisible. En arrière-plan, une infirmière floue. Et sur le bord inférieur, griffonné au stylo, « Camille, février 90. » François, en recevant la photo par message, sentit une onde glacée lui parcourir la colonne vertébrale. Élise avait une nièce née en février 1990, disparue à 3 mois dans un hôpital de Caen. Camille. Le ciel de Lyon était d'un gris uniforme ce matin-là, comme s'il s'était accordé à l'état d'esprit de François. Assis dans son bureau temporaire à l'hôpital, il relisait pour la énième fois le message envoyé par Antoine Morel la veille au soir. Les mots étaient clairs, sobres, presque trop médicaux pour la violence de ce qu'ils signifiaient. Le dossier génétique de Camille montrait une correspondance de parenté directe avec Élise. Pas une simple ressemblance de traits, mais un lien biologique tangible. Camille était bel et bien la fille de la sœur disparue d'Élise, celle qu'on avait crue morte, ou dont l'enfant avait disparu dans des circonstances obscures, bien avant que la vérité n'émerge lentement des silences accumulés. François referma l'ordinateur portable et se leva, sentant le poids de la révélation peser sur ses épaules. Camille, qu'il avait croisée dans un couloir ce matin même, l'avait évité du regard, non pas par rejet, mais comme si le flot d'émotions devenait trop difficile à contenir. Depuis quelques jours,
Elle semblait ailleurs, marchant dans les couloirs comme une funambule entre deux mondes, celui qu'elle avait toujours connu et celui qu'elle découvrait à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place. Ce jour-là, elle lui avait donné rendez-vous à 18h, dans un café discret près de la place Bellecour. Un lieu neutre, loin des machines à perfusion et des couloirs aseptisés. François arriva en avance. Il choisit une table dans un coin où la lumière tamisée du soir filtrait à travers une vitre embuée. Il commandait un thé lorsqu'elle entra. Elle portait un manteau noir, ses cheveux attachés à la hâte, et ses yeux trahissaient une fatigue profonde. Elle s'assit sans dire un mot. François attendit qu'elle prenne la parole. « Je ne dors plus », dit-elle enfin, la voix rauque. « Depuis que j'ai vu cette photo du nourrisson, depuis que j'ai reçu l'analyse de votre ami, tout en moi hurle que c'est vrai. » Il hocha lentement la tête. « Vous sentez que vous venez de là ?»« Oui, » dit-elle sans hésiter. « Et c'est terrifiant. » Elle sortit de son sac un petit carnet, celui trouvé chez sa mère adoptive. Elle l'ouvrit à la photo. Le bracelet était à peine lisible, mais on devinait un numéro de service néonatal. Antoine avait déjà lancé des recherches dans les archives du vieil hôpital Sainte-Marie, désormais fermé. Grâce à un contact au ministère de la Santé, il avait pu accéder à un fichier numérique issu des registres papier de l'époque. Il y a eu plusieurs cas d'adoption irrégulière dans cet établissement, avait-il écrit à François. Certains jamais clarifiés. Ce n'était pas systémique, mais quelques agents hospitaliers ont agi à la marge. Des enfants dits abandonnés, confiés à des familles sans procédure officielle. Camille pourrait être l'un de ces cas. Camille, en face de lui, serrait les mains, les jointures blanchies. « Je suis en train de perdre pied », murmura-t-elle. « Ma mère, enfin, celle qui m'a élevée, m'a aimé, j'en suis sûr. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Je veux savoir qui je suis, tout ce que je suis. » François prit une longue respiration. Élise m'a parlé de cette sœur, peu, mais assez. Elle disait qu'elle avait une force étrange, une fragilité cachée, qu'elle était tombée enceinte très jeune, et qu'elle avait tout perdu dans un scandale qu'aucun adulte n'avait voulu expliquer. Il y avait eu des murmures, une disparition, puis plus rien. Camille baissa les yeux. « Vous croyez qu'elle était ma mère ? Je crois qu'il est temps de le vérifier. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, un document, la demande de test génétique de parenté, formalisée, à signer. Une simple formalité pour valider de manière irréfutable ce que tout indiquait déjà. Elle prit le papier, lut chaque mot lentement, puis releva les yeux. « Et si c'est vrai, qu'est-ce que ça fait de moi ?» François ne répondit pas tout de suite. Il se rappelait les conversations tardives avec Élise, ses regrets, ses silences sur cette sœur fantôme. Il se souvenait aussi de la tendresse dans ses yeux quand elle regardait Louis, de la manière dont elle avait pleuré en évoquant la famille qu'elle n'avait pas pu sauver. « Cela fait de vous une part d'elle, » dit-il enfin. « Une part que personne n'a pu retrouver, jusqu'à maintenant. » Camille ferma les yeux, secoua doucement la tête. « C'est comme si j'avais toujours vécu dans une pièce sans lumière, et que d'un coup quelqu'un avait entrouvert la fenêtre. Je ne sais pas si je veux voir ce qu'il y a dehors, mais je ne peux plus l'ignorer. » Ils restèrent là un moment en silence, deux existences emportées dans une même marée d'incohérences soudainement éclaircies, deux solitudes qui s'étaient reconnues, sans mots, dans un monde trop bruyant. Avant de partir, Camille posa une main légère sur le bras de François. « Merci, je ne sais pas ce que cela deviendra, mais merci de ne pas avoir détourné les yeux. » François, touché, murmura simplement « C'est peut-être Élise qui vous a ramené, d'une manière ou d'une autre. » Ce soir-là, alors, que Camille rentrait chez elle, un rêve la surprit. Un souvenir flou mais précis dans ses sensations. Une femme blonde la berçait dans une pièce lumineuse. Elle murmurait son prénom, puis un autre mot, plus doux, presque un secret. « Ma petite étoile ». Elle se réveilla en sursaut et sut, au fond d'elle, que cette voix-là n'était pas une invention. Le lendemain, l'atmosphère à l'hôpital avait changé. Une tension flottait dans les couloirs du service pédiatrique, presque imperceptible mais réelle. Les médecins parlaient à voix basse, les regards étaient plus fuyants que d'ordinaire. François, dès son arrivée dans la chambre de Louis, sentit le vide. Le lit était vide, les draps défaits, le moniteur éteint. Son cœur rata un battement. Il ouvrit brusquement la porte, se dirigeant vers l'infirmière de garde. « Louis, Dumas, chambre 43. Où est-il »
L'infirmière releva la tête, le visage grave. Il a fait une nouvelle crise respiratoire cette nuit, une détresse aiguë. Il est aux soins intensifs. Il a été intubé d'urgence. François n'attendit pas d'en entendre plus. Il courut à travers les couloirs, son souffle court, les pas résonnant comme des coups de marteau. Il atteignit l'unité des soins critiques, cherchant un visage familier. Une infirmière l'arrêta. « Monsieur Dumas, calmez-vous. Votre fils est stable. Mais il a dû être placé sous assistance respiratoire complète. Il ne peut pas recevoir de visite pour l'instant. » François, essoufflé, sentit ses jambes fléchir. Il recula, appuya son dos contre le mur glacé du couloir, les yeux fermés. Tout revenait. L'impuissance, la peur, la douleur, et cette angoisse irrationnelle que le passé allait se répéter, que le destin allait encore lui reprendre ce qu'il aimait le plus. Il resta là un long moment, les poings serrés, luttant contre les larmes. Puis il sentit une main sur son épaule. Il se retourna. Camille. Elle n'avait pas parlé. Elle l'avait simplement cherché, sachant exactement où il serait. Il ne dit rien non plus. Leurs regards se croisèrent, lourds de fatigue et de douleur partagée. Elle posa une main sur son bras, puis le guida silencieusement vers la salle, d'attente la plus proche. Assis l'un à côté de l'autre, ils ne parlaient toujours pas. Le silence entre eux était devenu un langage à part entière. Enfin, Camille souffla. « Je suis allé voir Louis avant le début de mon service. Il était encore conscient mais très agité. Il m'a serré la main, m'a demandé si tu allais bien. » François ferma les yeux, la gorge nouée. « J'ai cru qu'il allait mourir, » murmura-t-il, « et j'ai rien pu faire. » Camille resta immobile un instant, puis, dans un geste qu'elle-même ne comprit pas tout de suite, elle se leva et s'agenouilla devant lui. Elle saisit ses mains, les serra fort, cherchant ces mots. « Tu fais tout ce que tu peux. Tu le protèges depuis toujours. Mais parfois, ce n'est pas entre nos mains. Je sais que tu veux contrôler chaque souffle, chaque battement, mais ce n'est pas possible. » Elle le regardait dans les yeux. « Tu n'es pas seul. » Il éclata en sanglots, un effondrement total, des larmes qu'il avait retenues depuis des années, depuis la mort d'Élise, depuis la première crise de Louis, depuis les nuits passées à veiller sans jamais pleurer. Il s'écroula contre elle, les bras autour de ses épaules. Camille le soutint sans un mot, le laissa pleurer jusqu'à ce que son corps cesse de trembler. Quand il se calma enfin, elle resta là, assise à ses côtés, la tête posée contre son épaule. Un silence, cette fois apaisé, s'installa entre eux. Puis elle dit, tout bas, « Quand j'ai vu Louis pour la première fois, je ne savais pas pourquoi j'avais si peur. Mais je crois que je l'aimais déjà, comme si quelque chose en moi savait que ce petit garçon faisait partie de moi. » François hocha la tête lentement. Élise aurait dit la même chose. Elle parlait d'amour instinctif, de liens invisibles qui précédaient les mots. Camille soupira. Peut-être que ces liens existent vraiment. Peut-être qu'on est lié par quelque chose qui nous dépasse. Un médecin passa près d'eux. François se leva aussitôt. « Comment va-t-il » Le médecin, un homme au regard fatigué mais bienveillant, répondit « Sa saturation est stable, mais il reste sous assistance mécanique. Il faudra attendre au moins 24 heures pour tenter une extubation. S'il répond bien, on pourra envisager une reprise respiratoire autonome. » François ferma les yeux un instant, comme pour graver chaque mot. « Je peux le voir ? Juste quelques minutes. » Le médecin hésita, puis acquiesça. « 10 minutes, seul. » François entra dans la chambre des soins intensifs, comme on entre dans un sanctuaire. Louise était là, si petit, le visage à moitié caché par le masque, le corps relié à tant de machines qu'on peinait à le reconnaître. Il s'approcha lentement, posa une main sur le drap, puis se pencha pour lui murmurer « Tiens bon, mon amour, tu es mon monde, tu es la promesse que tout peut recommencer. » Il resta là jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Quand il quitta la pièce, Camille l'attendait toujours. Elle se leva, s'approcha, puis sortit quelque chose de son sac. Un petit carnet neuf à la couverture de cuir bleu. « Je veux écrire ce que je ressens, » dit-elle. « Tout ce que je découvre. Je crois que c'est le seul moyen de ne pas devenir folle. » François prit le carnet, le regarda un moment, puis le lui rendit avec un sourire triste. « Alors écris. Écris tout. Pour toi, pour lui, pour Élise. » Et dans ce couloir froid d'hôpital, au milieu des battements de machines et du silence, lourd de l'attente, une alliance nouvelle naquit, faite de douleurs, de souvenirs morcelés et d'un amour qui, sous toutes ses formes,
refusait de mourir. La nuit s'était abattue sur Lyon avec une lourdeur particulière. Le ciel sans lune pesait sur les toits de la ville comme une chape de plomb. François, de retour chez lui pour quelques heures, errait dans la maison silencieuse. Après des jours à l'hôpital, l'absence de Louis rendait l'espace plus vide que jamais. Il passait de pièce en pièce, incapable de se poser. Chaque objet semblait figé dans le temps, empreint de souvenirs d'Élise. Un livre encore marqué, à la page 52. Une écharpe oubliée sur le dossier d'une chaise, une tasse fêlée qu'elle refusait de jeter. Il entra dans leur ancienne chambre qu'il avait gardée intacte. L'air y était plus froid, chargé de nostalgie. Il s'assit au bord du lit, les mains jointes, puis, presque machinalement, il se leva et ouvrit la vieille armoire en bois, massif. En haut, dans une boîte à chaussures recouverte de tissu beige, se trouvaient les lettres, les carnets et les souvenirs qu'Élise avait accumulés tout au long de leur vie commune. Il fouilla lentement, avec précaution. Parmi les photos, les billets de spectacle et les cartes postales, il trouva une enveloppe jaunie, non scellée, sans timbre ni adresse. Elle portait simplement un prénom, écrit à l'encre bleue, Clémence. Le cœur de François accéléra. Il connaissait ce prénom. Élise l'avait mentionné une seule fois, tard un soir, à demi-mot, comme une blessure qu'on n'ose pas rouvrir. Il retira la lettre avec précaution. L'écriture d'Élise était reconnaissable entre mille, élégante, régulière, à peine tremblante, malgré l'émotion qu'on devinait dans les mots. « Ma chère Clémence, je ne sais pas si cette lettre te parviendra un jour. Peut-être ne l'enverrai-je jamais. Peut-être qu'elle dormira dans un tiroir pour l'éternité. Mais j'ai besoin de l'écrire, de déposer quelque part le poids que je porte depuis si longtemps. Je t'ai haï pendant des années. Pour ton silence, pour ta fuite, pour ton regard qui me disait que tu n'avais pas le choix. Mais je comprends aujourd'hui que tu étais perdu, que tu étais jeune, seul, et que personne ne t'a tendu la main quand tu en avais le plus besoin. Je me souviens du jour où tu m'as parlé de ta grossesse. Tu tremblais. Tu ne voulais pas que nos parents sachent. Tu m'as fait jurer de ne rien dire, et je t'ai juré jusqu'au bout. Mais ensuite, tu as disparu. On m'a dit que tu avais accouché à Caen, dans un hôpital qu'on ne voulait pas nommer. On m'a dit que l'enfant n'avait pas survécu. Mais je n'y ai jamais cru. Je sais qu'on t'a menti, que quelqu'un t'a volé cet enfant, que ton cri s'est perdu dans une bureaucratie sans cœur. Clémence, si jamais cet enfant est en vie, si un jour elle te cherche, ou me cherche, je veux qu'elle sache que tu ne l'as pas abandonnée, qu'elle a été désirée, et que moi, Élise, sa tante, je l'ai attendue toute ma vie. Ta sœur, malgré tout, Élise. François resta longtemps immobile, la lettre dans les mains. Le papier tremblait. Ce n'était plus seulement une hypothèse. La ressemblance de Camille, son adoption, les rêves récurrents, les résultats, ADN, tout convergeait vers une seule et même vérité. Camille était cet enfant, l'enfant disparu de Clémence, la nièce qu'Élise n'avait jamais pu retrouver. Il relut les derniers mots de la lettre, bouleversé. Une part d'Élise survivait bel et bien là, en chair et en os, dans les gestes et la voix de cette femme qui s'appelait Camille Moreau, mais qui portait en elle un passé bien plus ancien. Il remit la lettre dans l'enveloppe, la glissa dans sa poche et sortit précipitamment de la maison. Dehors, l'air froid de la nuit lui gifla le visage, mais il marcha d'un pas décidé. Il devait la voir. Maintenant, il devait lui donner cette lettre, cette preuve écrite, cette voix venue du passé. Il l'appela en route. Elle répondit au bout de 2 sonneries. « Camille, tu peux me retrouver? Il y a quelque chose que tu dois lire. » Ils se retrouvèrent au même café que la veille, vide à 7 heures. Camille portait un manteau long, les traits tirés, mais ses yeux reflétaient une lucidité nouvelle. François lui tendit la lettre sans un mot. Elle l'ouvrit, lut lentement, ligne par ligne. Ses mains tremblaient. Elle posa le papier sur la table, ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, des larmes silencieuses glissaient sur ses joues. « Clémentia, dit-elle dans un souffle, c'est mon vrai nom de famille. C'était le prénom de ta mère, la sœur d'Élise. » Camille resta figée. « Alors je suis sa fille. » François hocha la tête, les yeux brillants. Et Élise était attente. Elle t'a aimé sans même te connaître. Camille leva les yeux vers lui, la voix brisée. « Je n'ai plus de colère, juste un vertige, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. » François lui prit la main. « Tu as une histoire. Elle est douloureuse, mais elle est à toi. Et tu n'es pas seul pour la porter. »
Elle serra ses doigts, fort, comme un naufragé s'agrippe, à une planche de bois. Ce soir-là, ils restèrent ensemble jusqu'à la fermeture du café, dans le silence et l'échange de regards, qui disaient ce que les mots ne pouvaient plus formuler. Camille, désormais, savait. Non seulement d'où elle venait, mais ce qu'elle avait toujours été. Un fragment perdu d'une famille brisée, enfin retrouvée. Le jour suivant fut d'une lenteur oppressante. François passa le matin auprès de Louis, encore sous assistance respiratoire, mais avec des signes encourageants de réactivité. Il lui lisait des contes à voix basse, même s'il ignorait ce que l'enfant percevait. À chaque page tournée, son esprit dérivait vers Camille, vers cette lettre, vers cette vérité désormais déposée entre eux, comme une flamme à la fois fragile et incandescente. Camille, elle, n'était pas venue à l'hôpital. François n'insista pas. Il sentait qu'elle avait besoin de temps. L'impact de cette révélation était profond, plus que tous les résultats médicaux, plus que toutes les coïncidences. Lire les mots d'Élise, l'entendre dire « je » l'ai attendu toute ma vie, avait déchiré une membrane invisible autour de son cœur. C'était plus qu'un choc, c'était une rupture d'identité. En fin d'après-midi, il reçut un message bref, chez moi, à 18 heures. Seul, il comprit immédiatement que le moment était venu, celui où les silences devaient céder la place aux paroles, où les regards ne suffisaient plus. L'appartement de Camille se trouvait dans une rue calme du 6e arrondissement, au dernier étage d'un immeuble ancien. Quand François frappa, elle ouvrit presque aussitôt. Elle portait un pull large, les cheveux détachés, le visage nu de maquillage. Ses yeux étaient de rouge, mais déterminés. Il entra. Elle referma la porte derrière lui. Aucune musique, aucun parfum d'encens ou de bougie, juste l'odeur du silence. Elle lui fit signe de s'asseoir. Lui, raide, s'installa au bord du canapé. Elle, en face, croisa les bras, puis les décroisa, puis les posa sur ses genoux. Elle cherchait l'ordre dans le désordre intérieur. « Tu savais, dit-elle enfin. Tu avais compris avant moi. » François inclina la tête. « Je n'en étais pas sûr, mais chaque jour, chaque mot, chaque regard me confirmait ce que mon cœur savait déjà. » Elle le fixa longuement. « Et tu ne m'as rien dit. Parce que je ne voulais pas t'imposer un passé qui n'était peut-être pas le tien. Tu avais le droit de ne pas savoir, ou de savoir à ton rythme. » Elle secoua doucement la tête. « Tu m'as regardé avec les yeux de quelqu'un qui cherchait un fantôme. Je l'ai senti, dès le premier jour, et j'ai cru que tu étais fou, peut-être l'étais-tu. » François sourit faiblement. « Je l'étais. De douleur, de solitude, de manque. » Elle inspira profondément, puis se leva. Elle alla chercher une boîte dans le buffet, une boîte ancienne en bois clair marquée de rayures profondes. Elle l'ouvrit et en sortit une petite chaîne en argent, au bout de laquelle pendait un médaillon ovale. Elle le tendit à François. « C'était dans mes affaires d'enfance. Ma mère adoptive disait que ça m'avait été donné par l'hôpital. Il y a quelques jours, en l'ouvrant, j'ai vu ceci. » François ouvrit le médaillon. À l'intérieur, minuscule mais lisible, gravé à la main. Élise et Clémence. 2 prénoms, 2 sœurs. Un lien. Il releva les yeux vers Camille. Elle s'était approchée. Son visage n'était plus seulement celui d'une infirmière, ni celui d'un mystère à élucider. C'était un visage de famille, de mémoire, d'appartenance. « Je n'ai aucun souvenir conscient de ma mère biologique, » murmura-t-elle. « Mais depuis que je sais son prénom, c'est comme si des fragments remontaient. Des gestes, une voix, des odeurs. Rien de clair, mais tout, vrai. » Elle s'assit près de lui, cette fois sans distance. « Tu sais ce qui est le plus étrange. Ce n'est pas de découvrir que je suis la fille de Clémence. Ce n'est pas d'apprendre qu'Élise m'attendait. C'est de sentir que je vous ai toujours connu, toi, Louis, même avant tout ça. » François posa le médaillon sur la table. « C'est parce que le lien est réel, pas inventé. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été volé et retrouvé. Par la seule chose qui ne ment jamais, le sang. » Camille hocha lentement la tête. « Et maintenant, on fait quoi de tout ça ? » « Ce que tu veux, répondit-il. Mais quoi que tu décides, je serai là pas par devoir, par choix. » Elle le regarda, les yeux humides. « Je ne suis pas ta femme. »« Je sais. Je ne suis pas ta sœur. »« Non. »« Alors, qui suis-je pour toi ?
François prit une longue inspiration. « Tu es celle qu'Élise attendait, celle que la vie m'a ramenée. Pas pour la remplacer, mais pour continuer ce qui devait l'être. » Elle ne répondit pas, mais elle se pencha lentement vers lui, posa son front contre le sien, et dans ce geste simple, il y avait plus de vérité que dans tous les mots échangés jusque-là. Ils restèrent ainsi un long moment. Puis Camille murmura « Je veux retrouver les traces de ma mère, de Clémence. Je veux comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle a disparu, pourquoi on m'a prise. Je veux des réponses. » François lui serra la main. « Alors, on les cherchera ensemble. » Le froid s'était installé définitivement sur Lyon. Les branches nues des arbres grinçaient sous le vent et les passants pressèrent le pas sous les réverbères pâles. François, de retour chez lui après un énième passage à l'hôpital, déposait soigneusement ses affaires sur le comptoir de la cuisine quand son téléphone vibra. Un message bref d'Antoine. Résultat confirmé. ADN compatible avec Élise à 88,8%. Camille est la fille de Clémence. François resta figé. Ce qu'il savait déjà dans son cœur depuis des jours venait d'être gravé dans le marbre scientifique. Camille n'était plus seulement une énigme troublante ou une coïncidence saisissante. Elle était une vérité née du sang, de la perte, de l'abandon, mais aussi d'un improbable retour. Il répondit simplement « Merci, je vais lui dire ». Mais lorsqu'il arriva chez Camille 1 heure plus tard, il trouva la porte entr'ouverte. Il frappa doucement avant d'entrer. Elle était là, assise au sol, entourée de feuilles éparpillées, de dossiers, de photos anciennes. Des souvenirs déterrés, classés, recousus comme une mémoire qu'elle tentait de reconstruire. Elle leva les yeux, épuisée mais déterminée. « J'ai parlé à une ancienne infirmière de l'hôpital Sainte-Marie, » dit-elle, avant même qu'il n'ait pu ouvrir la bouche. « Une femme âgée qui travaillait là en 1990. Elle m'a raconté une histoire. » François s'assit près d'elle, silencieux. Elle se souvenait d'une jeune femme blonde, terrifiée, admise pour un accouchement, discret. La patiente avait insisté pour rester anonyme. Elle ne voulait pas que sa famille sache. Elle s'appelait Clémence, ou du moins c'est ce qu'elle avait murmuré avant d'être transférée. Le bébé est né prématuré, mais en bonne santé. Puis, 3 jours plus tard, il a disparu. Les registres ont été modifiés. L'enfant a été déclaré mort. Camille prit une respiration tremblante. Mais il n'était pas mort. Il avait été confié à une famille en attente, sans aucun suivi légal. Et cette infirmière, elle s'en est toujours voulu, mais elle avait peur, à l'époque, c'était dangereux de dénoncer ce genre de choses. François ferma les yeux, tout devenait limpide. L'histoire d'un vol silencieux, d'un effacement organisé. Tenez, disparition d'un enfant masqué sous une procédure administrative tordue. Camille n'avait pas été abandonnée. Elle avait été effacée. Il ouvrit lentement son manteau et sortit l'enveloppe contenant le document officiel du test ADN. « C'est confirmé, dit-il. Tu es bien la fille de Clémence et la nièce d'Élise. » Camille prit la feuille avec des gestes mesurés. Elle lut ligne après ligne les mots techniques qui désignaient son identité réelle, puis elle laissa le papier retomber sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Elle était juste, nue, débarrassée de toutes les protections, les illusions, les doutes. « Alors c'est vrai, » murmura-t-elle, « je suis quelqu'un d'autre. » François posa une main sur son épaule. « Non, tu es toujours toi. Mais maintenant tu sais d'où tu viens. » Elle tourna vers lui un regard profond, lourd de fatigue et de lucidité. « Je me demande combien de gens vivent comme moi, avec un prénom, une histoire, un passé qu'on leur a imposé, alors qu'une autre vérité dort quelque part. » François ne répondit pas. Elle n'attendait pas une réponse. « Je vais faire reconnaître mon histoire, » dit-elle après un long silence. « Je vais entamer des démarches. Il doit y avoir des archives, des complices, des témoins. »« Tu n'as pas à faire ça seule, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Je sais, et je ne suis plus seul. » Il la regarda et dans son regard, il n'y avait ni confusion ni trouble romantique. Ce n'était pas l'amour d'un homme pour une femme, c'était quelque chose de plus ancien, de plus viscéral, une forme d'attachement née de la mémoire partagée, du chagrin commun, d'un espoir reconstruit. « Tu sais, » dit-elle, en rangeant les papiers, « je me suis toujours sentie à part, même enfant, comme si ma vie n'était pas vraiment la mienne. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ce vide, ce flottement, ce n'était pas de l'instabilité, c'était l'absence de vérité,
François lui tendit une vieille photo d'Élise. Elle aurait été fière de toi. Camille caressa du doigt le bord de l'image, puis la glissa dans un cadre. « Je vais la garder avec moi, » dit-elle. « Elle est la seule tante que j'ai jamais eue. Même si je ne l'ai pas connue, je la sens en moi. » Ils restèrent un moment ensemble, sans rien ajouter. Puis Camille déclara d'un ton calme mais décidé « Je veux rencontrer les gens qui ont connu Clémence. Retrouver des traces d'elle. Peut-être qu'elle est encore vivante, peut-être pas, mais je dois savoir. » François, les yeux fixés sur la fenêtre, murmura « Et si tu la trouves, qu'est-ce que tu lui diras ?» Camille prit une longue inspiration. « Je lui dirai que je ne lui en veux pas, que je comprends, et que j'ai grandi. Malgré tout, que je suis là. » Les jours qui suivirent furent en effet de lenteur, de convalescence et de silence peuplé de sens. Louis, après plusieurs jours en soins intensifs, fut enfin extubé. Sa respiration restait fragile, mais sa conscience s'éclaircissait de plus en plus. Lorsqu'il ouvrit les yeux et murmura faiblement « Papa », François sentit ses jambes faiblir sous l'émotion. Il l'embrassa sur le front, le remercia sans mots, les yeux brillants d'une gratitude muette. Camille, présente chaque jour à son chevet, prenait désormais place dans la chambre comme une évidence. Elle n'était plus l'infirmière, elle n'était pas une étrangère, elle était devenue une présence stable, familière et d'une certaine manière vitale. Louis la regardait avec une curiosité tendre. Il posait des questions simples. « Pourquoi tu viens tous les jours ?» ou « Tu connais maman ?» À quoi elle répondait avec douceur. « Un peu. Et je te connais toi, maintenant. » Les Spakanks, premiers jours de janvier, apportèrent avec eux un froid sec et lumineux, comme si l'hiver lui-même voulait offrir à François, Louise et Camille un recommencement clair et franc. Le médecin en chef annonça que Louis pourrait sortir dans une semaine sous surveillance médicale étroite. Il aurait besoin de soins continus, d'une routine stricte, mais il retrouverait sa chambre, ses livres, sa maison. François proposa, alors quelque chose qu'il ne s'était jamais autorisé auparavant. « Viens vivre avec nous, pas de manière permanente, pas tout de suite, mais au moins pour un temps, jusqu'à ce que tout ça trouve sa place. » Camille, surprise, hésita. Elle regarda Louis, puis François, puis elle-même, dans ce miroir invisible de ses hésitations. Elle comprit que ce n'était pas une invitation par charité, ni un réflexe né d'un besoin de protection. C'était une main tendue dans la continuité de tout ce qu'ils avaient vécu, un prolongement naturel. « D'accord, » dit-elle, « enfin. Mais je veux rester active. Je ne suis pas venue ici pour être protégée. Je veux comprendre. Je veux fouiller cette histoire. Je veux qu'on sache ce qui s'est passé à l'hôpital Sainte-Marie. Pour moi. Pour d'autres peut-être. » François hocha la tête. « Tu auras tout mon soutien. Et plus que ça, ma mémoire. Celle d'Élise aussi. » Le jour de la sortie de Louis, Camille m'était là, tenant le sac avec ses vêtements. Elle l'aida à mettre sa veste, ajusta son bonnet, lui tendit son jouet préféré, un vieux dinosaure en plastique un peu abîmé. Louis l'attrapa, la regarda avec un sourire éclatant et dit « Tu peux venir avec nous à la maison ?» Elle s'agenouilla à sa hauteur. « Tu veux que je vienne ?» Il hocha la tête très fort. « Alors j'arrive. » Le retour à la maison fut silencieux. François conduisait prudemment, les rues recouvertes de givre. À l'arrière, Camille et Louis se tenaient la main, comme s'ils avaient toujours fait ça. Une complicité naissante mais déjà évidente. La maison de François avait peu changé depuis la dernière visite de Camille. Les pièces étaient toujours remplies de la présence d'Élise, mais quelque chose avait légèrement basculé. Peut-être était-ce la lumière différente, ou le silence moins pesant, ou la chaleur nouvelle dans l'air. Camille s'installa dans la chambre d'amis. Elle y plaça peu de choses. Une valise, un cadre avec la photo d'Élise, un carnet, où elle continuait d'écrire chaque soir ce qu'elle ressentait, ce qu'elle découvrait, ce qu'elle comprenait d'elle-même. Les journées s'enchaînèrent dans une routine douce. Soins de Louis, repas simples, promenade lente dans le jardin malgré le froid. Camille, en parallèle, continuait ses démarches administratives. Elle avait pris contact avec une association spécialisée dans les enfants disparus et les adoptions irrégulières. Ensemble, ils avaient recommencé à collecter des témoignages, à croiser des dates, à retracer les passages de Clémence dans les archives publiques. Un jour, au milieu d'une recherche banale, elle découvrit une piste. Une femme du nom de
Clémence Giraud avait été signalée dans un dispensaire du sud de la France au début des années 2000, sous un nom d'emprunt. Aucun suivi depuis. Camille se redressa. Ce nom, ce lieu, cette époque, tout résonnait comme une possibilité. Elle montra le dossier à François. Il lut, relut, puis déclara simplement « Il faut y aller ». Et ils décidèrent que, dès que l'état de Louis le permettrait, ils partiraient ensemble. Pas pour tourner la page, mais pour ouvrir la suivante. Une page encore vierge, mais prête à recevoir les traits d'une histoire en reconstruction. Les nuits, désormais, étaient plus calmes. Louis dormait mieux. François dormait enfin. Et Camille, dans sa chambre, écrivait sous la lumière chaude d'une lampe de chevet. Elle avait écrit sur la dernière page « Je suis née 2 fois. Une première fois dans le silence, une seconde fois dans le regard de ceux qui m'ont reconnu. Et au matin, quand elle descendait dans la cuisine, une tasse à la main, et croisait le regard de François pendant que Louis racontait ses rêves de dinosaures et de galaxies, elle savait. Ils n'étaient peut-être pas une famille au sens classique, mais ils étaient définitivement un commencement. 3 mois s'étaient écoulés depuis la sortie de Louis de l'hôpital. Le printemps approchait à grands pas, et dans les ruelles de Lyon, les arbres bourgeonnaient timidement sous la lumière encore timide de mars. François observait le monde avec des yeux plus clairs. Le poids du deuil s'était allégé, non, pas parce qu'Élise était revenue, il le savait désormais, elle ne reviendrait pas, mais parce qu'une partie d'elle s'était glissée, silencieuse et tenace, dans la présence lumineuse de Camille. Louis allait mieux. Ses crises étaient devenues plus rares, plus gérables. Il riait plus souvent, posait plus de questions, dessinait des paysages où une femme aux cheveux dorés tenait la main d'un enfant au visage incertain. Quand François lui demandait qui c'était, il répondait « Elle me ressemble un peu, c'est ma tata du ciel ». Camille, elle, avait poursuivi ses recherches. La piste de Clémence Giraud, cette femme disparue et réapparue brièvement dans un dispensaire, les avait menés à un village perché dans les collines de l'Hérault. Une ancienne maison de repos pour femmes en détresse, désormais fermée, avait accueilli Clémence pendant quelques mois. Là, un dossier en papier jauni et déchiré contenait une photo floue et une note manuscrite. Refus de contact avec toute famille, demande de silence. Puis, plus rien. Mais une ancienne employée se souvenait d'elle. Elle parlait peu, mais elle gardait toujours une médaille autour du cou. 2 prénoms gravés dessus, comme un rappel qu'elle avait laissé quelqu'un derrière elle. François et Camille firent le voyage ensemble, Louis gardé pour quelques jours par une amie proche. Sur place, ils retrouvèrent la trace de Clémence dans un hameau isolé. Elle y avait vécu sous un autre nom, Margot, pendant presque 20 ans. Une femme discrète, solitaire, travaillant comme couturière pour des voisins qu'elle n'appelait jamais par leur prénom. Puis un jour, elle était partie, sans prévenir, sans laisser d'adresse. Mais dans la maison abandonnée, une boîte les attendait. Un voisin, curieux, l'avait gardée au cas où. À l'intérieur, des lettres non envoyées, des carnets et une photo d'Élise, beaucoup plus jeune, tenant un bébé dans ses bras. Camille. Le cliché était abîmé, griffé, mais indiscutable. Camille lut les carnets durant tout le voyage, de retour. Elle découvrit une Clémence en fuite constante, rongée de culpabilité, convaincue que sa fille avait été tuée ou vendue. Une femme qui, comme Élise, avait attendu un miracle, mais sans jamais avoir le courage de revenir, ou de chercher. « Elle m'a aimé », dit Camille à voix basse dans le train. Mais elle avait trop peur de ce qu'elle avait perdu, alors elle m'a rêvé au lieu de me retrouver. François ne dit rien. Il prit sa main, la serra fort. Le retour à Lyon fut doux. Louis courut dans leurs bras comme s'ils revenaient d'une guerre. Camille le serra plus fort que jamais. Et François les regarda, les 2 êtres qui avaient transformé sa solitude en espoir. Il comprit sans mots que sa famille avait changé de forme, mais qu'elle n'avait jamais cessé d'exister. Quelques semaines plus tard, Camille déposa une demande officielle de reconnaissance posthume d'adoption irrégulière. L'État n'avait pas encore statué, mais un mouvement de reconnaissance commençait à poindre. D'autres cas remontaient à la surface. Elle donnait des conférences, écrivait des articles, témoignait pour celles et ceux dont la voix avait été volée. Louis l'appelait maintenant Tata Camille, sans que personne ne le lui ait suggéré. C'était venu de lui, naturellement. Un soir, alors que François refermait le livre d'histoire qu'il lisait à son fils, il trouva Camille sur la terrasse, regardant les étoiles. « Tu penses encore à elle ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête.
chaque jour. Mais maintenant, c'est différent. Je ne la cherche plus. Elle est là. Camille sourit. Elle leva les yeux vers le ciel. Moi aussi, je la sens. Elle m'a toujours protégé, je crois, même sans me connaître. Ils restèrent un moment en silence. Puis François dit « Tu restes ?» Camille le regarda longuement. Son expression était douce, sans drame. « Je ne partirai plus. » Et c'était vrai. Ils n'étaient pas un couple. Ils n'étaient pas des amants. Mais ils étaient liés par une fidélité plus rare, celle de ceux que la perte a réunis et que la vérité a libérés. Quelques mois plus tard, ils firent un voyage ensemble, dans la ville natale d'Élise et Clémence. Camille y planta un arbre, à la lisière d'un champ, un cerisier. Elle enterra à son pied une lettre qu'elle avait écrite à sa mère, biologique. Elle n'attendait plus de réponse. Elle offrait la sienne. François, Louis et Camille restèrent jusqu'au soir, sous le vent doux du printemps, les regards tournés vers le ciel. Et pour la première fois depuis des années, François sourit non pas à cause d'un souvenir, mais pour quelque chose qui poussait devant lui. Quelque chose d'inattendu, de beau, de profondément vivant. Un recommencement.